Ce qui est intéressant avec les effets indésirables du baclofène, c'est qu'il en a un certain nombre, mais quand vous regardez les notices des autres médicaments, il y en a autant. À partir du moment où on pose la question, on a une liste, qu'on commence à décliner la liste, et ah oui, oui, ça j'ai eu, ah oui, j'ai eu ça, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Et puis voilà, donc c'est quand même intéressant de voir que ça dépend comment on pose la question. Moi, en général, je pose une question ouverte, alors comment ça s'est passé? Comment ça va? Les effets indésirables, t'en as eu, je suppose, non? Ouais, j'en ai eu pas mal. Comme j'ai commencé un peu tout seul, enfin que mon médecin initial qui m'a prescrit le baclofène ne connaissait rien du tout à la molécule, j'ai commencé la posologie un peu tout seul et je me suis senti très bien. Et puis un jour, un matin, j'ai eu une grosse confusion mentale. Voilà, ça tournait à 200. Je savais pas, enfin si, je savais où j'étais, etc. Mais voilà, ça allait pas. Et je l'ai eu au téléphone, mais malheureusement, elle ne connaissait pas tout ça. Donc de moi-même, j'ai baissé déjà la posologie. J'avais lu sur les bouquins qu'il suffisait de descendre pour stabiliser déjà les choses. Et après, t'as changé de médecin aussi, non? Alors après, ouais, vu que mon médecin ne s'y connaissait pas du tout, et surtout à 120, elle voulait m'envoyer dans des centres d'addictologie ou à un département d'un hôpital, etc. Et moi, ça ne me disait pas grand-chose parce que pendant cet épisode, justement, j'ai vu un addictologue de permanence à Montpellier qui, en 2 minutes, m'a parlé de folie, de suicide, enfin bon. D'accord, il t'a dégoûté, quoi. Ah oui, je sortais d'un épisode et bling, elle me parle de choses. Enfin, c'était très étrange. Je trouve ça même limite déontologiquement de recevoir quelqu'un et comme ça lui sortir de but en blanc des risques démesurés alors qu'elle ne me connaissait pas. J'ai demandé sur le forum une adresse de médecin et je suis tombé sur donc un bon médecin, Patrick Delacelle, qui est président de l'association RESAB, justement qui organise des formations et tout ça. Donc ça s'est très bien passé, c'est très rassurant. Voilà, j'ai commencé à prescrire le baclofène en janvier 2010. Un patient que je ne connaissais pas est venu me voir avec une ordonnance prescrite par un copain à Paris, Philippe Jory. On se connaissait déjà depuis très longtemps parce qu'on avait vécu l'époque des traitements de substitution, du Subutex, de la méthadone ensemble. Et il m'a amené non seulement l'ordonnance de Philippe Jory, qu'il avait initié un traitement par le baclofène 2 mois avant, mais en plus le livre d'Olivier Amezen, que je ne connaissais pas. Et le baclofène, je le connaissais simplement comme un médicament qu'on donnait dans les maladies neurologiques, les grosses contractures, mais j'ignorais absolument son efficacité dans le domaine de l'alcool. Alors j'ai pris le bouquin, j'ai fait une ordonnance de prolongation de son traitement. Il en savait pas mal là-dessus, il avait bien étudié la question, donc il a commencé finalement à me former moi-même, comme beaucoup de médecins sont actuellement formés par leurs propres patients. C'est votre tour. Asseyez-vous. Bonjour. Bonjour. Il s'est avéré que ma répartition déjà était pas bonne, pas bien adaptée à l'heure du craving et à mes habitudes de boisson et tout. Donc j'ai réaménagé tout ça et la baisse plus le changement de répartition et tout, ça a fait que c'est rentré dans l'ordre et que j'ai pu reprendre normalement le protocole. Et lui a été très pas directif du tout je lui ai expliqué tout ça. Alors il m'a parlé de risque de bipolarité, qu'il fallait voir s'il y avait quelque chose derrière. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien parce que je sentais qu'il y avait quelqu'un derrière. Si ça dérape, bon, bah, je peux l'appeler, il peut me donner des conseils. Puis en même temps, voilà, il n'est pas directif, il me laisse faire suivant mes ressentis et tout. Mais par contre, on reste à 100 et on se revoit par exemple dans une semaine pour faire le point. Il y a deux solutions, soit ça s'arrête, ça va mieux, soit ça ne s'arrête pas. Et à ce moment-là, il faut prendre des décisions. Mais après, tout s'est stabilisé en faisant un travail sur moi, etc. Donc, c'est surtout quand je suis arrivé à l'indifférence et que j'ai dit, bon, bah, c'est bon, ça marche, voilà.
bah, je me suis dit il faut aider les autres parce que on m'a aidé, autant partager, j'ai un peu de temps. Et donc ils ont des rêves effroyables, et le traitement, il y a des gens qui ne pas. Ils détestent. Ils détestent leur cauchemar. Oui, mais enfin, c'est transitoire. Ouais, mais ça ouais, va ouais. ça Ouais, va mais il y en a qui supportent pas. Il y en a sur Il y en le a forum, qui supportent pas. Ça les effraie. traumatise. Ouais, ouais. J'ai vraiment commencé à prescrire du baclofen de façon importante à partir de novembre 2008, c'est-à-dire juste après la parution du livre d'Olivier Amezen, qui a eu une grande diffusion et où j'ai été cité comme seul prescripteur en France. J'ai fini par me souvenir. Et depuis novembre 2008, je prescris énormément de baclofen. J'ai dû le prescrire, à mon avis, à plus de 1000 patients, ce qui fait beaucoup. Voilà, donc c'est chacun à son tour. Oui, mais Alors, celui-là, essaye les de intervertir. voilà, place-toi, comme ça on va essayer de faire nos cadrages. Bah, on peut intervertir les caméras. Ça date d'il y a un an quand même. Moi, j'ai le 14 septembre, c'est ma date anniversaire de 1 an d'indifférence. Moi, t'as vu, j'ai pas la même tête. Hein. Ouais. Mais je te croyais plus ancien sur le réseau. Non. C'est quoi? Cystine. Cystizine. Cystizine, c'est Le quoi? tabex, c'est une plante, la cystizine, c'est un médicament bulgare pour le tabac. Ça marche mieux que les patchs et le Champix. Alors mon expérience du baclofen, j'ai vraiment commencé en 2008 à la demande d'une patiente. C'est vraiment les patients qui ont tout fait pour moi. Donc c'est une patiente qui est venue me voir et qui m'a dit voilà, je sais que vous vous occupez d'addiction, je ne connaissais pas. Elle m'a dit, est-ce que vous seriez d'accord pour me prescrire 30 comprimés de baclofen par jour? Alors je lui ai dit a priori non. Et elle m'a dit, ben voilà, lisez ce livre, est-ce que vous l'avez lu? Non, je ne l'avais pas lu, elle me met le livre du professeur Amezen. Et je dis, bah, écoutez, je vais le lire, et puis téléphonez-moi dans une semaine. Puis je vous dirai ce que j'en pense, et si j'accepte éventuellement de vous donner 30 comprimés de baclofen. C'est un livre qui m'a intéressé. J'ai dit, ok, on y va. Parce que, en plus, je m'occupe d'addiction depuis 1976, en libéral. En plus, l'alcool, il nous manquait quelque chose. L'alcool, il nous manquait une molécule, il nous manquait... On savait, on connaît la prise en charge psychologique et tout ça, toutes les prises en charge, mais bon, c'était quand même très décevant. Eh ben, on fait un cadre. J'ai démarré le traitement par baclofen pour l'alcoolodépendance le 7 janvier 2012. Et j'ai atteint mon point d'indifférence le 22 janvier, donc 14 jours plus tard, à 340 mg, ce qui fait une ascension assez forte, assez rapide. Je me souviens très bien de ce jour, c'était au petit matin, à 4h18 du matin, où j'ai ressenti vraiment cette libération. La conséquence a été que l'énormité des effets indésirables que j'ai dû subir pendant plusieurs mois, et je les ai quasiment tous cumulés pendant 6-8 mois. Aujourd'hui, un peu plus de 3 ans et demi après, je suis à 70 mg, c'est-à-dire que je descends vraiment très très progressivement. J'ai commencé le traitement baclofen pour essayer de trouver une solution à mon alcoolisme. C'était en fin d'année 2010. Et quelques mois après, j'ai vraiment atteint l'abstinence. C'était très exactement une date dont on se rappelle très bien. C'était le 27 janvier 2011. En ayant atteint des dosages de 180, et je suis à l'heure actuelle à 30 ou 40. Mon parcours, il a été relativement simple et rapide. J'ai commencé en novembre 2013. 2 mois ou 2 mois et demi après, j'étais arrivée à ce qu'on appelle le seuil, c'est-à-dire que je n'avais plus d'envie irrépressible. J'avais une bonne distance avec le produit. Je suis arrivée à 120 mg. J'ai fait donc un seuil et une descente tout à fait douce, comme on dit, à l'horizontale. Et des effets secondaires, bien sûr, j'en ai eu, ça va être le thème. Mais je dois dire que chez moi, ils ont plus été lancinants que violents. C'est le fait d'en avoir tout le temps un peu et pendant longtemps qui m'a posé sans doute le plus de problèmes. Alors il est évident que si c'était un médicament pour soigner un rhume, je dirais que ça vaut vraiment pas le coup et qu'il ne faut pas le donner.
Pour soigner une pathologie comme les problèmes d'alcool, qui sont une pathologie majeure, qui tue à peu près un patient toutes les 12 minutes en France, je crois que là, il n'y a pas photo. C'est un médicament qui, pour moi, est efficace et qui n'est pas dangereux. Les effets indésirables sont très fréquents. Ils surviennent à une dose qui est imprévisible. Quelquefois, au premier comprimé, ou même au premier demi-comprimé, il y a des effets indésirables impressionnants, ce qui peut-être correspond à une intolérance au baclofène, ça existe. Et il y a des patients qui montent les doses jusqu'à 300 ou 400 mg sans avoir aucun effet indésirable, c'est assez rare aussi. Il faut dire aussi aux patients, de façon très, très claire, je ne suis pas sûr que ce soit toujours dit, dans l'immense majorité, les effets indésirables n'ont aucune gravité. Des confusions, des troubles sensoriels très très gênants, des impressions extrêmement bizarres, des douleurs, des hallucinations, des rêves éveillés, des états paranoïaques, des irritabilités, des états d'angoisse, etc. C'est très fréquent, c'est très gênant, ce n'est pas grave, parce que ça disparaît. Ça disparaît toujours. Ça disparaît d'abord quand on arrête le baclofène, et puis ça disparaît quand on accommode le traitement par le baclofène, qu'on baisse les doses, qu'on réaugmente progressivement. Les effets indésirables les plus fréquents, c'est la fatigue, la somnolence. Je me suis très très vite sentie en permanence fatiguée. En fait, très relaxée, quoi. Trop relaxée, ce qui est quand même l'effet premier du médicament. Très souvent, c'est pas gênant, mais parfois, c'est véritablement important avec d'authentiques attaques de sommeil, c'est-à-dire que les personnes sont en train de faire leurs activités habituelles et s'endorment brutalement. Et c'est ça qui était lancinant parce que j'étais plus aussi tonique pendant la journée, j'avais du mal à me concentrer pour le travail. Et puis à 5 ou 6 heures du soir, c'était retour à la maison et coupure de toute vie sociale parce que j'en pouvais plus, quoi. Enfin, j'ai fait des nuits. En fait, il fallait que je fasse une chose à la fois. 2, ça allait encore, la 3e, je buguais. Genre, tiens, je vais poster le courrier, mais en même temps, il faut que je prenne mes clés à la cuisine et que j'ouvre le frigo pour savoir si j'ai besoin de quelque chose. Et ben, le courrier, il finissait dans le congélateur, je me rappelais plus ce que je devais acheter. Et une fois la clé sur la porte, je me dis, je dois sortir, mais je ne sais plus pourquoi, quoi. Voilà, 3 choses à la fois, ça me faisait bugger. L'effet indésirable le plus fréquent, la fatigue, la somnolence, sont difficiles à soigner. Il y a eu des réunions où je me suis dit comment je fais pour garder les yeux ouverts, quoi, pour faire semblant que je suis là. C'était. C'est les gens qui s'endorment d'un coup, les crises de somnolence d'un coup, pas le fait de quand on s'assoit on s'endort, mais c'est vraiment on fait quelque chose puis pouf on tombe, ce qui ressemble un peu à la narcolepsie. Donc j'anticipais les périodes de la journée où je savais que je devais au moins assumer ou faire semblant. Et ça, c'est embêtant parce que ça peut survenir n'importe quand et ça peut quand même être très gênant pour certains patients. Mais j'avais effectivement ces endormissements plusieurs fois par jour. Et comme tu dis, on ne peut pas lutter contre. Je ne pouvais pas lutter contre. Ça venait en 1 ou 2 secondes, pouf. Mais c'est exactement comme toi, pendant des réunions, dehors, dans le train. Ça m'est arrivé une fois en voiture, j'ai eu un accident qui aurait pu être beaucoup plus grave qu'il était bénin. Mais... Ça peut être grave chez les personnes qui conduisent ou des personnes qui montent sur des échafaudages ou qui utilisent des outils dangereux. Et en fait, le seul événement indésirable, véritablement grave, qui puisse arriver avec le baclofène, c'est pas l'événement indésirable en lui-même qui est de s'endormir, ce sont les conséquences que peuvent avoir un endormissement brutal quand on conduit ou quand on est dans une situation potentiellement dangereuse. Et j'ai trouvé aucune astuce, aucune stratégie, aucune tactique posologique pour essayer de lutter contre, pour arriver à les résorber. Il y a, je sais, certains de mes collègues qui donnent des psychostimulants chez les personnes qui se plaignent trop de fatigue. Moi, j'en donne pas. Mais peut-être que j'ai tort.
Les psychostimulants, c'est essentiellement un psychostimulant qui est le modafinil. Ensuite, les autres événements indésirables potentiellement graves, c'est les crises d'épilepsie, les états maniaques, les troubles respiratoires, surtout chez les personnes qui ont des syndromes d'apnée du sommeil. On peut les prévenir. Chez une personne épileptique, on va lui augmenter le traitement antiépileptique. Chez les personnes bipolaires, on va augmenter le traitement de prévention de la bipolarité, les thymorégulateurs. Chez les personnes qui ont des apnées du sommeil, on va, avant de commencer le baclofène, demander à ce qu'il soit appareillé. Il y a un autre événement indésirable avec le baclofène dont il faut parler, ce sont les états confusionnels. Donc il y a 15 jours, en cours de matinée, j'ai senti une confusion mentale. J'arrivais pas à m'accrocher à des idées. Généralement, il y a des petits signes annonciateurs de confusion qui font qu'on arrête l'augmentation des doses et qu'on n'arrive jamais à un état véritablement confusionnel. Donc, je vous ai eu au téléphone, hein, vous m'avez dit que vous étiez dans un état un peu confus, je vous ai dit de baisser les doses, et après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai donc baissé de 20 mg, et ensuite l'état s'est amenuisé, s'est atténué au bout de 2-3 jours. Oui. Généralement, quand un état confusionnel survient chez un patient sous baclofène, c'est que le traitement a été mal conduit. Et là, je ne parle pas des prescripteurs, mais des patients. Il y a des patients qui prennent irrégulièrement leur traitement. Par exemple, c'est juste un exemple, un patient qui serait à 15 comprimés par jour, qui oublierait de prendre son traitement pendant un week-end, il est parti en week-end, il n'a pas pris son traitement, et il veut se rattraper le lundi. Et il dit, j'ai manqué 30 comprimés, je vais les prendre d'un coup. Et là, c'est l'assurance d'avoir un état confusionnel et de se retrouver aux urgences. Il y a un effet indésirable dont je n'ai pas beaucoup parlé, ce sont les insomnies. Je n'en ai pas beaucoup parlé parce que ce n'est pas très grave, mais c'est souvent très gênant pour les patients. J'ai passé des nuits sans dormir. Et pour autant, pas fatigué le matin, pas d'endormissement le soir, extrêmement curieux. Donc j'ai pas trouvé de solution. Somnifère, machin, ça faisait rien. Donc, l'insomnie, c'est peut-être le plus difficile. Moi, ça arrivait, plus je montais, plus c'était un peu difficile, le sommeil était difficile. Mais après, la redescente, plus je descendais, plus ça se passait bien. Souvent, ce sont des patients qui dorment très peu la nuit et qui sont très somnolents pendant la journée. C'est assez gênant pour eux, mais pas toujours. Je m'y suis faite et puis je bossais, je faisais de l'ordinateur, voilà. Et puis voilà, c'est comme ça. Mais... Et les insomnies, il faut dire, sont gênantes. Souvent très durables, très tenaces, ne se modifient pas avec l'augmentation des doses. Et même si elles disparaissent forcément au bout de quelques mois, mais parfois quelques années, pendant les périodes de temps où elles sont présentes, elles peuvent être très gênantes pour les patients. Je dirais que les premiers effets indésirables, ils sont apparus aux alentours de 150, 160 mg jour. Et là, le premier des premiers, ça a été l'insomnie. D'accord. Insomnie sévère? Oui, insomnie très sévère, c'est-à-dire que probablement ça avait commencé avant, mais c'était comme de toute façon j'ai jamais eu un sommeil très profond, voilà, ça ne me dérangeait pas outre mesure. Il m'est arrivé de passer 5-6 jours en dormant 2 heures par nuit, quoi. Donc là, là c'était des effets vraiment très handicapants que j'ai contrés en prenant des somnifères, c'est puissant. D'accord, et ça a marché? Je dirais que ça a marché, oui et non, disons que ça me permettait de dormir 4 heures. D'accord. Et là, ça changeait tout. Ouais, voilà. D'accord, et 4 heures, ça te suffisait? Oui, moi je dors 6 heures en général, donc 4 heures c'était moins. Pour les insomnies, on donne des somnifères. Les somnifères ont une certaine efficacité, mais quand même très incomplète. C'est-à-dire que, mettons, une personne qui dort d'habitude 7 ou 8 heures par nuit, va sous baclofène dormir 2 ou 3 heures, et avec les somnifères, on va arriver à les faire dormir 4-5 heures, des fois 6 heures, mais sans retrouver le sommeil qui
précédait le traitement par le baclofène. Bonjour Clémentine. Bonjour. Asseyez-vous. Alors les troubles du sommeil, en général, ils durent assez longtemps. Peut-être que ce n'est pas forcément fini, peut-être qu'ils vont revenir quand vous allez augmenter les doses. On ne le sait pas. Donc vous allez reprendre le protocole, re-augmenter. Là, vous êtes à 120, vous étiez à 140, vous allez passer tout doucement. On va faire ça tranquillement, un comprimé par semaine, vous allez passer à 130, 140, et surveiller un peu si les troubles du sommeil reviennent. Au cours de ces insomnies ou pendant le sommeil, il y a souvent des cauchemars qui ont la particularité d'être extrêmement vivants, très vivides, on dit. Les patients les décrivent comme des expériences sensorielles assez extraordinaires. Il y a eu beaucoup d'hallucinations nocturnes, hallucinations puisque c'était les yeux ouverts, et je voyais, c'était des expériences d'une richesse infinie, d'hyperesthésie, tous mes sens étaient infiniment développés, en particulier la vue, puisque les couleurs, les luminosités des fourrures que je voyais, des visages, des costumes étaient démultipliés, les odeurs étaient particulièrement importantes. Il y a des patients d'ailleurs qui s'en accommodent très bien, qui sont très étonnés par leurs rêves et qui trouvent que ce sont des expériences intéressantes, mais la plupart sont très gênés par ces rêves, qu'ils appellent des cauchemars, qui sont extrêmement vivants. Penser alors en 3D, en couleur, et se réveiller brusquement et se dire attends non, c'est pas la réalité quoi, mais instant de panique quand même. Ouais. J'ai raté des choses avec les insomnies. Ouais. Et ça fait partie des événements indésirables du baclofène qu'on ne peut pas considérer comme graves. Ils exposent en rien la sécurité des patients, mais ils sont souvent considérés comme très gênants par les patients. Dans ce cas-là, je donne un médicament qui s'appelle du prazosin, ou prazosine, qui est commercialisé comme antihypertenseur sous le nom d'Alpress ou de Minipress. Et j'ai d'assez bons résultats avec le prazosin dans le traitement des cauchemars sous baclofène, mais pas chez tout le monde. Dans les effets indésirables qui touchent au sens, vous en avez eu, les acouphènes ou l'altération du goût, ça arrive souvent. Des trucs comme ça, vous en avez eu? Alors, oui, ça fait partie de ce qu'on oublie assez rapidement parce que c'est pas indésirable, quoi. C'est des effets secondaires, goût métallique dans la bouche. Si trouble de la vision, j'avais l'impression que je voyais moins bien, que la vision était troublée. Sur le toucher, non, pas tellement. Si, ça y est, je me rappelle, comme quoi ça s'oublie vite. Acouphènes et sensation, c'est-à-dire l'impression d'avoir des éclairs devant les yeux. Ce qui fait qu'entre le bruit dans les oreilles et les éclairs dans le cerveau, j'avais l'impression d'avoir une petite boîte de nuit quand même dans la tête. Et voilà, j'appelle ça plutôt des effets spéciaux, quoi, parce que franchement, dans la mesure où ça inquiète pas, on sait que ça passe, quoi. Mais c'est effectivement dérangeant dans une soirée quand quelqu'un vous parle et que vous êtes complètement déconnecté parce que vous n'allez quand même pas lui dire « Excuse-moi, je t'entends pas parce que j'ai une boîte de nuit dans la tête. » quoi. Alors oui, dans les effets secondaires nocturnes, il y a aussi les myoclonies, c'est-à-dire ces sensations de déchargement musculaire qu'on ressent parfois de temps en temps quand on s'endort. On a ça dans les jambes, une sorte de décharge. Et ça m'est arrivé pendant plusieurs semaines, mais plusieurs fois par nuit. Ces grosses décharges intenses, c'est x10 de ce qu'on a l'habitude de Et ça réveille? Ah, on est réveillé, oui, j'étais réveillé sur le coup, enfin, instantanément. Ouais, moi, en effet indésirable, ça a été assez séquentiel. J'ai eu d'abord la somnolence, enfin tu diras ça, elle a suivi un petit peu tout le temps. J'ai eu ce qu'on appelle les myoclonies, c'est quand on se réveille, tu sais, d'un coup, j'ai eu des fourmillements dans les bras. Quelquefois, je me réveillais avec le bras tout engourdi. Mais c'était sur des périodes assez courtes. Comme nouveaux signaux à haut dosage, ce qu'on a vu apparaître, c'est des paresthésies, des engourdissements qui peuvent être parfois gênants, qui sont parfois mal vécus. Il y en a qui les supportent très bien au niveau des doigts, au niveau des mains, au niveau des jambes. Et là, il faut être très vigilant aussi. Pourquoi ?
Parce qu'un patient qui vous dit « Ah, moi, avec votre médicament, j'ai plein de troubles dans les jambes, j'ai plein de paresthésie ça peut être simplement une révélation d'une polynévrite qui est liée à l'alcool, et pas au baclofène. Et donc, il faut quand même savoir encore faire des diagnostics de polynévrite et faire un électromyogramme. Ça, c'est le rôle du soignant, de se dire, évidemment, l'alcool anesthésie tout, on ne sent plus rien, on arrête l'alcool, et d'un seul coup, tout ressort. Aussi bien la dépression que la polynévrite. Et il faut être vigilant avant de dire que c'est le baclofène. Voilà. Comme autre effet secondaire qu'on peut voir et qui peuvent être gênants, ça dépend vraiment des patients et des patientes. Et c'est là où je me suis aperçu de la transpiration excessive aussi la nuit. C'est-à-dire que je me réveillais avec mes t-shirts, puisque j'en mettais pour éponger, et je les changeais 2-3 fois par nuit, ils étaient trempés. Donc, ce qui faisait que les moments de sommeil au milieu des insomnies étaient rythmés par ces effets secondaires-là. Il y a des patientes qui ne supportent pas de transpirer, par exemple. Il y a un certain nombre de transpirations, comme avec la méthadone d'ailleurs, comme avec beaucoup de psychotropes. Les solutions des patients. C'est extraordinaire les solutions des patients. Alors on essaye, ça marche pas. Par exemple, la transpiration la nuit. Ça peut être gênant. Je peux imaginer que quand on trempe son lit de transpiration, ça peut être gênant pour le conjoint ou la conjointe. Donc on peut imaginer quand même, je veux dire qu'il ne faut pas dire, on s'en fout. Donc dans le forum, je ne sais plus quel forum, il y a un forum où on préconisait, on se disait c'est peut-être le manque. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on donne beaucoup de comprimés de baclofène par exemple à 20h, 10 comprimés de baclofène à 20h on va dire, et puis plus rien après. Et puis il y en a eu 10 avant. Donc on peut imaginer les patients qui avaient 20 comprimés, ou plus ou moins, d'un seul coup, c'est comme s'il arrêtait finalement. Et puis pendant la nuit, il n'y a plus rien. Vers 3 à 4 heures du matin, est-ce que ça serait un manque? Alors il y a des patients qui ont essayé, c'est eux qui ont essayé, de prendre 2 comprimés en se couchant. Et ils ont dit qu'ils n'ont plus de transpiration. Donc c'est peut-être le manque. Moi je conseille à mes patients, essayez de prendre 2 comprimés avant de vous coucher, puis vous verrez bien. Ça marche ou ça marche pas. Et quand ça marche, tant mieux. Le baclofène produit aussi des événements indésirables dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, parce qu'ils ne sont pas très graves, mais qui peuvent être gênants, type de vomissement ou de troubles du contrôle urinaire, en particulier des énurésies nocturnes. Pour les énurésies, il y a un médicament qui, dans mon expérience, marche assez bien, c'est le ditropan. Pour les vomissements, on donne des antiémétiques, type Primpéran ou Vogalène. Ça ne marche pas toujours, mais ça améliore souvent les nausées et les vomissements. Parmi les effets indésirables du baclofène, il y a aussi les états dépressifs et les états d'hypomanie ou maniaque. Alors moi, je différencie beaucoup les états maniaques et hypomaniaques. Dans le cadre du baclofène, pas en général dans la bipolarité. Parce que les états hypomaniaques sont très fréquents sous baclofène, de l'ordre de 10 à 15% des patients ont une excitation psychique et psychomotrice, avec généralement des éprouvés de plaisir. Les gens se sentent bien sous baclofène. Ils disent, votre médicament, ça me donne une pêche terrible. Donc ça, c'est fréquent. Ça s'appelle de l'hypomanie. Et c'est pas grave du tout. Mais oui, il y avait probablement un petit état maniaque qui se manifestait dans la parole et qui se manifestait aussi par l'activité que j'avais dans la journée. C'est-à-dire que malgré mon peu de sommeil, j'abattais quand même pas mal de choses dans la journée. Plutôt un peu tout le temps. En fait. D'accord. Voilà. Oui, ça c'était plutôt bien. Oui. Ça me permettait, j'avais pas mal de choses à faire, donc ça m'a permis de les écluser peut-être plus rapidement. Ah bah après, même en pleine nuit, je me suis réveillé et j'étais en super forme. Je suis allé sur Internet, etc., pour crier ma joie. Et ensuite, voilà, mon entourage m'a fait remarquer que j'étais très exubérant. Voilà, c'est surtout eux qui m'ont fait remarquer un peu ça. Moi, personnellement, je me sentais très bien, avec beaucoup d'énergie.
Et votre sommeil à ce moment-là, est-ce qu'il a été plus réduit Ah oui, c'est beaucoup D'accord. réduit. Oui, oui. Bon, moi, ce que je pense, c'est que vous faites un effet indésirable du baclofène, qui est connu. C'est ce on parle d'hypomanie, mais on peut dire période d'hyperactivité, où d'un seul coup, le corps, le cerveau, les sens s'emballent. Et ça, c'est tout à fait lié au baclofène. Je vais donner une piste. Un patient qui vous dit votre médicament c'est génial, vous savez j'ai plus besoin de dormir, j'ai rangé toutes mes affaires, toute la nuit j'ai rangé, je suis en pleine forme et tout ça, oh là là. Donc là attention danger, c'est génial peut-être pour le patient, mais là ça nous évoque quand même une phase, un passage en phase maniaque, en tout cas en hypomanie en même temps. Quelqu'un qui nous dit je suis en pleine forme, c'est formidable votre médicament, en fait la question qu'il faut poser, est-ce que vous dormez? Et combien d'heures vous dormez? Oh 2-3 heures ça me suffit, je suis en pleine forme. Ça va pas. Je dors comme d'habitude, mais voilà. Donc ça c'est ok. On peut être un peu excité, on peut être en pleine forme, du moment qu'on dort. Ensuite, il y a les états maniaques. Et là, les choses sont très différentes. Les états maniaques, ce sont des états psychiatriques graves qui justifient une hospitalisation et qui justifient un traitement dans l'urgence. En général, les états maniaques sous baclofène surviennent chez des patients qui étaient connus comme bipolaires. Et dans ce cadre, on peut les prévenir en augmentant le traitement thymorégulateur. Le problème, c'est quand un état maniaque survient chez une personne qui n'avait aucun antécédent de bipolarité. Et là, effectivement, c'est imprévisible, c'est grave, ça ne met pas en jeu le pronostic vital, mais c'est grave, parce qu'un état maniaque, c'est grave, et le psychiatre, tout comme le patient, sont surpris de l'état dans lequel ils se retrouvent tout d'un coup. Le fait d'être monté à cette dose en si peu de jours a provoqué chez moi un virage maniaque. C'est-à-dire qu'à 340 mg au 14e jour, aux alentours du 15, 16, 17e jour, j'ai commencé vraiment à être dans un état maniaque, c'est-à-dire en cumulant les insomnies, donc le manque de sommeil, l'hyperactivité, et puis des idées un peu farfelues, de tout de suite réorganiser les terrasses, le jardin, de mener les grands travaux, d'avoir des grands projets et d'être prêt à les exécuter avec des conséquences totalement inédites. Mon médecin m'a mis sous antipsychotique, ce qui a eu comme effet de me faire redescendre non pas au point zéro, mais en dessous de la ligne de flottaison, et donc je suis rentré dans une phase de dépression, dont je me suis sorti avec quelques antidépresseurs. Alors, les états dépressifs peuvent, en psychiatrie en général, survenir dans deux cadres. Soit il s'agit d'une maladie bipolaire où les patients oscillent entre des épisodes dépressifs et des épisodes d'excitation maniaque ou hypomaniaque, soit il s'agit de pathologies unipolaires, c'est-à-dire des personnes qui ont des états dépressifs en dehors d'une maladie bipolaire. Il me semble que tu avais eu un épisode un peu dépressif, non, à un moment de ton traitement? Alors dépressif dans le sens, dans le cadre de symptômes bipolaires, oui. Bipolaire par définition c'est bi, c'est-à-dire que ça monte et ça descend, et ça peut aussi entraîner parfois des phases de descente qui ne sont pas obligatoirement de la dépression. C'est-à-dire des périodes de dépression où on est down comme ça au fond du trou pendant 2-3 jours, entrecoupés d'autres périodes où ça va très bien, même légère hypomanie, etc. Oui, en effet, et ça s'entrecoupait comme ça pendant une semaine, tout allait très bien, et du jour au lendemain, en se réveillant, ça n'allait pas au fond du trou. Et ça, je l'ai eu, ouais, j'ai eu un cycle comme ça, c'était à mon seuil, et c'était comme ça s'est lissé, on va dire. Après, c'était de moins en moins amplifié, et après, ça a disparu dès le début de la descente. Les dépressions sous baclofène sont particulières. Ce ne sont pas des dépressions où il y a un gros risque de suicide. Ce sont des dépressions surtout marquées par l'apathie, le goût à rien, l'envie de rien faire, l'impression que la vie est inutile et que vraiment tout ça ne sert à rien. Il y a malgré tout quelques cas, mais c'est très rare, de patients qui présentent des idées suicidaires. Il faut voir souvent ces patients, il faut être attentif à ce genre de problème et ils en parlent facilement.
Et il faut donner des antidépresseurs. Et les antidépresseurs marchent bien sur les dépressions qui surviennent lors du traitement par le baclofène. Quand les symptômes dépressifs sont préoccupants, en particulier des idées suicidaires, la première attitude, c'est de diminuer le traitement. Des idées suicidaires sont considérées en psychiatrie comme une urgence, et la première urgence, c'est de les faire disparaître, et la seule façon véritablement efficace de faire disparaître des idées suicidaires sous baclofène, c'est de baisser le traitement. Généralement, les idées disparaissent avec la baisse du traitement. On met alors le patient sous antidépresseur, et on peut recommencer à augmenter le baclofène. Je l'ai dit très rapidement, et on l'a dit tous très rapidement, l'alcool est dépressogène, l'alcool est une molécule qui déprime. Il y a une dépression avant l'alcool, que l'alcool peut soigner. Et puis l'arrêt de l'alcool peut justement révéler une dépression qui était sous-jacente, mais peut aussi déclencher une dépression. Que nulle part, il a été montré que le baclofène pourrait augmenter la fréquence de dépression et suicide chez les alcooliques. Un patient qui arrête de boire, qui enfin, grâce à une molécule comme le baclofène, peut affronter la réalité, peut affronter le monde qu'il ne pouvait pas affronter avant parce qu'il y avait trop de problèmes, se retrouve face à la réalité. Et ça peut être non seulement très angoissant, mais très déprimant. Les idées suicidaires et les suicides, ça existe avec tous les psychotropes. Tous les psychotropes. Je n'en connais aucun où il n'y a pas eu ça. Donc le baclofène étant un psychotrope, ça me semble normal qu'il y ait des idées suicidaires. Alors après, c'est la fréquence qui compte. Effectivement, on prend un risque quand on donne du baclofène de déclencher un état dépressif. Dans le cadre général de la maladie, le rapport bénéfice-risque est largement en faveur du baclofène. Ça dépend de la demande du patient, ça dépend de l'importance de l'effet indésirable, ça dépend finalement de est-ce que c'est plus gênant que quand on boit. Donc après on relativise. Maintenant, chaque effet indésirable peut avoir une réponse. Ça marche ou ça marche pas. On s'est aperçu qu'il y avait deux solutions pour améliorer la prise du baclofène le soir et moins perturber le sommeil. Il s'agit d'avancer plus tôt dans la soirée la dernière prise. Je crois que votre dernière prise, vous la prenez vers 21h, 21h30. Oui. Donc prenez-la plus tôt, les derniers comprimés. Et puis, il est apparu aussi que certains patients, en prenant un baclofène, un seul comprimé le soir, à l'endormissement, ça les aidait à dormir, ça les rendait plus paisibles. Donc, essayez par vous-même. Vous êtes dans la phase où vous devez prendre en charge votre traitement, augmenter les posologies régulièrement, vérifier les effets secondaires et m'en parler. Vous avez atteint une certaine autonomie par rapport à ça. La première chose qu'on peut faire, quand c'est en période d'augmentation des doses, de titration, on peut faire un palier plus long. On peut redescendre, on peut arrêter. Dans certains cas, on est obligé d'arrêter. Et puis, on peut aussi rajouter un médicament. On peut changer la façon de donner le baclofène. Souvent, ça suffit. C'est-à-dire que plutôt que de donner matin, midi et soir, on peut donner en 4 fois. La même dose, mais en 4 fois. On peut cibler plus la période du soir et donc éviter la somnolence de la journée si on donne le baclofène que le soir, à partir de 17h. Les patients, le matin, ils ne seront pas complètement somnolents s'ils étaient somnolents. On peut faire un arrêt de travail. L'arrêt de travail est un traitement. Pour moi, en tant que médecin, ce n'est pas simplement administratif. Quelqu'un qui est en période de titration, on peut imaginer, quand c'est possible, de les mettre chez eux. Faire un arrêt de travail pour qu'ils puissent commencer le traitement, supporter les effets indésirables quand c'est difficile de travailler avec, ou qu'ils sont obligés de conduire. Et donc c'est aussi une possibilité. En principe, les effets indésirables ne devraient pas être une gêne majeure à l'augmentation des doses de baclofène. Quand des effets indésirables surviennent gênants, on arrête l'augmentation des doses, on attend, on augmente plus lentement les doses, on augmente par demi-comprimé au lieu d'augmenter par comprimé, on fait des longues périodes sans augmentation en attendant que les effets indésirables s'estompent, etc. Il y a toutes sortes de stratégies pour continuer le traitement par le baclofène malgré les effets indésirables. Oui, il y a beaucoup de possibilités de gestion des effets indésirables, avant de dire « oh ça marche pas, ça sert à rien, il y a trop d'effets indésirables ».
Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Allez, renouvellement. D'accord. Donc vous avez encore diminué. Oui, je suis en descente descente. très progressive, très tranquille. Et le Lexomil, où est-ce que vous en êtes? Oui, c'était pour l'insomnie principalement. J'en ai pris un peu, mais je fais attention de ne pas le prendre régulièrement. Et puis vraiment des petites doses, un quart de Lexomil. Voilà, la potentialisation avec les benzodiazépines, c'est quand même un problème. Oui, je sais quand j'en ai pris un petit peu trop ou un peu, je voyais tout de suite les effets le lendemain. Plus le baclo, le Lexo, c'était beaucoup plus dur. N'est pas recommandé, mais bon, si c'est de temps en temps, et que vous le gérez bien, ça va. Et il faut être vigilant et faire la part des choses entre ce qui est lié à l'arrêt de l'alcool, ce qui est lié aux conséquences de l'alcool, ce qui est lié à l'alcool plus baclofène, puisqu'avec le baclofène, certains patients, et c'est possible, peuvent continuer à boire un peu, mais c'est quand même une potentialisation de certains effets secondaires, et puis ce qui est lié réellement au baclofène, et puis ce qui est lié aux autres molécules. Dans toutes mes études, quand même, il y a au moins 40%, 50% des patients qui ont d'autres médicaments, et pas seulement des psychotropes. Ça peut être un bêta-bloquant pour la tension, ça peut être un diurétique qui va favoriser une insuffisance rénale, que le baclofène est éliminé par les reins. Donc il faut être vigilant à toutes les associations de médicaments avant de dire c'est le baclofène. On a pas mal parlé des effets négatifs, mais est-ce que vous avez eu des effets positifs? Toi, Sylvie, t'en as eu ou pas? J'en ai eu un que j'ai trouvé hyper sympa pour le coup, c'est que finalement avec le baclofène, j'avais pas faim, vraiment pas faim, il n'y avait rien qui me tentait, donc du coup j'ai perdu beaucoup de poids, une quinzaine de kilos, et je me sens mieux et c'était stimulant pour moi, donc ça je considère que c'est plutôt un effet positif. Voilà, comme toi, exactement pareil, j'ai perdu une douzaine de kilos. Non pas que je n'avais plus faim, mais la comparaison avant-après, c'est-à-dire qu'en étant alcoolique, comme je buvais le soir beaucoup, j'avais besoin d'éponger, de cimenter avec des repas lourds, des viandes, des sauces, tout ça est très calorique. Et m'ayant libéré de l'alcool, j'ai retrouvé des repas le soir, des dîners plus légers, plus équilibrés. Ce qui fait que l'effet secondaire bénéfique et inattendu, c'est ça, c'est retrouver un poids de forme idéal. Et que j'ai conservé, alors que ça ne m'empêche pas, quand on est en famille ou avec des copains, de faire des bons gueuletons de temps en temps, quoi. Moi, l'effet bénéfique, ça a été sur mon anxiété. Brusquement, effectivement, je me suis sentie vraiment zen, tranquille. En fait, je suis une anxieuse. Donc mon anxiété, elle fait partie de moi. J'ai l'impression de ne plus même m'en rendre compte. C'est comme si c'était quelque chose de normal. J'ai goûté à quelque chose qui touchait l'insouciance. Ah ouais, l'hypomanie, c'est super positif. D'une certaine manière, si c'est pas dans le, tu vois, si c'est juste un petit peu, que ça ne va pas dans l'excès, on ne parle plus de bipolarité ni quoi que ce soit, c'est positif. Ça ouais, tu fais des trucs. Sinon, quoi d'autre? La perte de poids, mais bon, ça c'est lié à l'arrêt de l'alcool. C'est pas plus le baclo que l'arrêt de l'alcool, je pense. Et quoi d'autre en effet positif? Enfin, ce qui est intéressant quand même, la différence avec les autres médicaments, c'est que malgré les effets secondaires, les patients ils veulent quand même continuer à le prendre, le médicament. Ça c'est assez bluffant. Il n'y a pas beaucoup de médicaments où les patients s'acharnent autant. Quand il y a eu la suppression du craving, je ne me suis même pas posé la question. J'étais prêt à continuer à vivre avec les effets secondaires le restant de ma vie. J'étais presque devenu un légume et tout d'un coup je reprenais une vie sociale. Je pouvais faire ce que tout le monde fait au quotidien. Donc non, ça n'a jamais été une question. J'ai eu une semaine très pénible juste avant d'arriver au seuil, en fait. Mais je n'ai jamais été inquiète. Je me suis toujours dit que si j'avais ça, c'était la preuve que le médicament agissait. Finalement, ils ne nous font pas peur, ces effets J'ai jamais secondaires. paniqué. Ils sont parfois difficiles à supporter, mais ils ne provoquent pas de panique. J'ai jamais eu peur. On est prévenu des effets secondaires, on sait qu'ils sont gênants, mais qu'ils ne sont pas dangereux. Et même on les accepte volontiers. Hein. Enfin, moi, voilà, mon gros problème d'insomnie, je l'acceptais. Quand on est un peu alcoolique,
On se bat tous les jours, on se dit bon ben ce soir je vais pas boire, je vais mettre la bouteille, je vais pas y toucher, puis finalement on y touche. Alors que là j'avais l'impression que ça se faisait naturellement, que c'était une délivrance et que du coup j'étais, oui comme toi, j'étais fière de moi et c'était une confiance quelque part qu'on retrouve. Une capacité à reprendre sa vie en main, Ouais. pour une fois, pour la première fois d'ailleurs. Ouais. En fait, on a, dans des bonnes conditions de prescription du baclofène, à peu près 20% de patients qui arrêtent le traitement parce que les effets indésirables sont trop difficiles à supporter. Bon, il y a environ 20% des patients qui arrêtent le traitement pour ça. Mais ça veut dire que les 80% qui continuent, en règle générale, pourront être guéris. Et c'est comme ça le baclofène. C'est un traitement, il y a tout un art de prescription, c'est très difficile de le prescrire. Il faut que le médecin, avec son patient, ait bien compris que le rapport bénéfice-risque est largement en faveur du baclofène et qu'il fasse preuve de beaucoup de volonté et de patience. Et si tout se passe bien, je vous revois dans un mois, c'est ça? C'est ça à peu près. Voilà. Merci Allez, beaucoup. au revoir, monsieur. Bonne journée. Merci. Au revoir. T'en as plus maintenant d'effets indésirables? Alors je peux avoir de la somnolence dans l'après-midi. Je suis à 50 mg là actuellement. Je peux avoir des somnolences, voilà, si j'ai pas d'activité. Surtout dans l'après-midi, si j'ai rien à faire ou si je prends un bouquin. Oui, ça, si je m'étends sur un canapé et que je prends un livre, c'est vrai que je m'endors super facilement. Voilà, comme effet indésirable, c'est à peu près le seul qui me reste. Ouais, non, j'en ai pas. Je te dis à part les nuits, mais non, les nuits se passent bien. C'est à peu près tout.